Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Mensonges d'État de Philippe Pascot. L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est aujourd'hui promulguée, devant des millions de spectateurs. Le président Macron assène son premier gros mensonge. C'était en mai 2017. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Dans cet essai précis et sourcé, Philippe Pascot révèle comment le gouvernement Macron, le système, manipule l'information, fait voter des lois en catimini, accélère les réformes liberticides pour construire une société de moins en moins démocratique. Après les avantages illicites, délit d'élu 15 000 ex, du goudron et des plumes 25 000 ex et licites, pilleurs d'État 120 000 ex, allez presque tous vous faire, 20 000 ex et pilleurs de vie 20 000 ex, Philippe Pascot recense une petite partie des mensonges d'État du président et consorts. Leurs mots sont de plus en plus vidés de leur essence pour mieux nous diriger dans un seul sens. Le mensonge devient la règle et la vérité l'exception. Maire adjoint d'Évry, Manuel Valls, il a fréquenté la plupart des élus politiques de premier plan. Engagé dans de nombreux combats de société, il milite pour une transparence totale de l'exercice politique. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. 6e livre. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire, ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hannah Arendt, 1906 à 1975. Je n'en reviens toujours pas, j'en suis à 6 livres et plus de 200 000 ventes sur les 5 premiers, sans avoir fait une seule grande émission. Aucun passage chez Ardisson, ni chez Ruquier d'ailleurs, pas un article dans les grands médias. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pourtant, promotion oblige, de forcer leurs portes. Chez Ardisson, un dénommé programmateur, qui faisait la pluie et le beau temps pour les invitations, m'a baladé 10 fois avec tous les prétextes possibles et imaginables. Pour lui, le contenu de mes livres était génial. L'histoire même de ma vie correspondait totalement au genre de client qu'adorait l'homme en noir et au format de l'émission. Quasi analphabète à 14 ans mais journaliste à 22, grève de la faim en haut et à l'extérieur d'un clocher d'église, pilote d'avion au Tchad, ancien combattant, 14 records du monde dont la traversée d'un tunnel de feu à pied, 42 km de trombones attachés les uns aux autres, j'entends des apostrophes. Ici Monsieur Ruquier Pouffet, cofondateur de la Banque de donneurs de moelle osseuse en France, 6 enfants dont quelques-uns déjà célèbres, 5 ans au Congo-Kinshasa a formé le seul orchestre symphonique totalement noir au monde, OSK, combattant farouche contre les usines d'incinération et l'huile et le gaz de schiste, premier comédien de caméra cachée durant une vingtaine d'années, 25 ans de politique, adjoint de Valls, etc. Bref, tout mon parcours l'émerveillait à chaque fois un peu plus, et ce que je racontais dans mes livres était pour lui superbe. Mais ce n'était jamais le bon moment pour passer à l'antenne. Aujourd'hui cela m'amuse, mais je dois avouer que sur le moment, j'avais un peu les boules. Tous reconnaissaient le travail salutaire et factuel de mes bouquins, le courage de citer les noms, le besoin de transparence, mon combat pour un casier vierge, mais désolé, pas dans leur émission. Libération me boudait car je tapais trop sur les politiques de gauche, et Valeurs Actuelles me snobait car j'attaquais trop ceux de droite. En France, les méchants ne sont que dans un seul camp, celui de l'autre. Plutôt que de m'enfermer dans un complotisme facile, j'ai vite compris que c'était plus simplement et majoritairement par manque de courage ou par peur de déplaire que beaucoup de journalistes reculaient malgré les vérités et mes scores de vente à faire pâlir tous les autres éditeurs. Pourtant, ne sont-ce pas des sujets sur lesquels on voit passer quelques gros titres dans toute la presse nationale, voire dans le Figaro parfois, qui s'égare de temps en temps à s'emparer de sujets sensibles. Ne voit-on pas à l'occasion de tel ou tel scandale de fraude ou de corruption flagrante, arriver sur tous les plateaux, les bobines bien maquillées, la tenue soigneusement choisie pour les dames ou le costume tiré à 4 épingles pour les messieurs, quelques parlementaires de tous bords politiques qui, selon qu'ils se trouvent dans l'opposition d'aujourd'hui ou la majorité d'hier, ou vice-versa, déclarent qu'il faut absolument changer les choses. Pourtant hier, quand ils avaient le pouvoir,
ils ne l'ont pas fait. Parfois, encore mieux, ils viennent pérorer aux 20h avec la fausse conviction qu'on leur connaît, affirmant qu'il faut absolument garder les choses en l'état, alors qu'hier quand il ou elle était dans l'opposition, il ou elle hurlait dans l'hémicycle en faveur d'un changement absolument nécessaire, de ces mêmes choses, pour la bonne marche de la République. C'est marrant, il n'y a que dans l'opposition que les politiques peuvent faire quelque chose, à défaut des mêmes choses. Je regarde ce chiffre et j'ai du mal à y croire, 6. Si l'on m'avait dit il y a 5 ans, que j'aurais presque chaque année l'occasion de mettre en évidence les travers et les dysfonctionnements de la politique et des politiciens français, je ne l'aurais pas cru. Si l'on m'avait dit que chaque jour qui passe, je découvrirais une nouvelle forfaiture, un nouveau mensonge d'État, un élu tricheur, menteur ou voleur, je ne l'aurais pas cru. Si l'on m'avait dit il y a 5 ans que j'allais devenir une référence dans la lutte contre la corruption, je ne l'aurais pas cru. Si l'on m'avait dit que mes livres seraient l'un des déclencheurs de la prise de conscience politique de milliers d'individus, que des ronds-points noirs de jaune, je sais, elle est facile celle-là, brandirait mon livre Pilleurs d'État comme un missel dans la lutte contre l'oligarchie, je ne l'aurais pas cru, n'ayant en plus ni la perversion d'un gourou ni l'âme d'un messie. Je sais que ce que je vais écrire, donc que vous allez lire, va vous apparaître pour le moins incongru, mais à certains moments, durant ces 2 ou 3 années passées, je me suis surpris à me demander si c'était bien moi qui avais écrit ces 5 livres. Un jour d'ailleurs, lors d'une dédicace au fin fond de la France profonde, j'ai même eu la surprise de rencontrer une personne capable de me dire au mot près tout ce que j'avais écrit. Il connaissait chaque chapitre, chaque ligne par cœur et était au comble de la joie de pouvoir me citer sans se tromper dans le texte. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce jour-là, à côté d'une fierté immédiate certes, j'ai ressenti comme une espèce de peur envahissante, sourde et désagréable. Je ne savais plus très bien qui était cet auteur que ce lecteur citait abondamment, à travers ces 5 recueils. J'en venais à me demander avec étonnement qui avait écrit ces livres. D'ailleurs parfois, j'ai moi-même du mal à me croire. Il faut que je relise mes notes, que je trouve une preuve de plus, un exemple supplémentaire qui vienne me confirmer que malheureusement, je ne me suis pas trompé. Comment croire que dans mon pays, une mafia politicienne empreinte de néolibéralisme à outrance s'installe doucettement? Comment croire que notre société est de plus en plus dirigée par des élus qui n'en ont plus que le nom, tant leur représentativité ne veut plus rien dire? Plus nous remontons la pyramide du pouvoir, plus nous découvrons de petits pantins gesticulants, sans caractère ni conviction qui acquiescent à tout sans discuter. Je pleure aussi de voir le peuple, les gens, les vrais gens, mon peuple que l'on oblige chaque jour et un peu plus à chaque fois, à baisser la tête, à courber l'échine et à marcher droit selon la ligne définie par les bien-pensants, les ceux de l'entre-soi qui savent pour tous les autres. Malheureusement, j'ai la sensation désagréable et persistante que j'ai de quoi écrire une encyclopédie des abus, malversations, injustices, tricheries grandissant de nos dirigeants. Malheureusement, les mots, leurs mots sont de plus en plus vidés de leur essence pour mieux nous diriger dans un seul sens. Malheureusement, j'ai de plus en plus l'impression que le mensonge est la règle, et la vérité l'exception. Le premier des gros mensonges, celui du président. Elle n'y a pas pire menteur que celui qui ment sans le savoir. Soit il est con, soit il ne sait pas qu'il est con. Dans les 2 cas, c'est un con. Pp. Je ne peux pas commencer ce livre sans parler du plus gros mensonge qu'il m'a été donné de voir depuis plusieurs années. Un mouse costaud de mensonge qui vaut toutes les marques de lessive qui ne lavent rien, tant ce mensonge veut laver plus blanc que blanc, mais sans mettre l'ombre d'une goutte, d'une once, d'un pouce, d'un ongle, d'un petit accrochordon de produit. Rien que d'y repenser, j'ai la colère qui monte grave et l'envie de hurler à l'imposture. Je me suis fait rouler dans la farine, et par un président de la République en plus. Ce soir-là, j'allume mon poste et j'aperçois, assis derrière son bureau à l'Élysée, le président de la République, Emmanuel Macron himself, flanqué à sa gauche du porte-parole de l'époque, devenu par la suite le pire, à vie personnelle, ministre de l'Intérieur de la Ve République, le sieur Castaner et à sa droite de Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Ils sont debout tous les deux, légèrement en retrait par rapport au président, les mains sagement croisées devant eux. L'instant a l'air solennel.
Le petit arrière-goût de mise en scène à l'américaine me fait craindre le pire. Devant le président, un parapheur ouvert et le show commence. Je n'en crois pas mes oreilles. Je me précipite sur le mode replay de mon ordinateur et recherche fébrilement la locution que j'ai du mal comprendre. Je la trouve après quelques tâtonnements, dus à ma nervosité et mon taux de colère qui ne baisse pas. Je réécoute. Il s'agit là de deux textes importants. La loi pour la confiance dans la vie politique et la loi organique pour la confiance dans la vie politique, que je viens de signer et qui sont aujourd'hui promulguées. Ces deux lois, ce sont des engagements de campagne importants qui constituent une vraie rénovation de notre vie politique. La loi pour la confiance? Une vraie rénovation? J'hallucine. Le mot confiance me sort par les yeux depuis ce jour. Il est maintenant employé à toutes les sauces, comme un sésame qui nous devrait nous faire avaler n'importe quelle disposition ou texte de loi. On le retrouve dans la loi sur l'école, l'administration, les ordonnances, les recommandations. C'est bien simple, maintenant, à chaque fois qu'un politique l'emploie, l'écrit, les images du serpent Kaa dans le film Le Livre de la Jungle m'envahissent instantanément le cerveau. Je revois ce serpent qui hypnotise et endort Mowgli, le petit homme, en le regardant droit dans les yeux. Dans le même temps, il l'entoure, l'enroule et s'apprête à l'étouffer de ses anneaux. « Aie confiance, petit homme, endors-toi, petit homme », lui susurre-t-il doucettement, tout comme le font certains politiques en vous regardant droit dans les yeux, que ce soit dans l'hémicycle ou à travers le tube cathodique. Ce mot « confiance » m'apparaît encore plus outrancier, plus mensonger quand il est utilisé pour nous présenter la moralisation de la vie politique. Ce n'est pas du mot « confiance » dont nous avons besoin, mais d'actes solides et vérifiables. J'entends aussi le mot « rénovation » qui sort de la bouche du président, je boue. Et j'affirme, Monsieur le Président, que cette rénovation n'est qu'un ripollinage de troisième zone, qu'un petit coup de peinture qu'on passe sur des murs sales, crasseux et poussiéreux, vite fait mal fait sans même avoir pris la peine de lessiver les murs. Un vrai gâchis de maquillage qui ne tiendra que quelques mois avant que les murs soient à nouveau noirs de crasse. Et on accusera encore les gilets jaunes d'avoir tout sali. L'impossibilité d'embaucher un membre de sa famille est ainsi maintenant promulguée. Comment peut-on travestir la vérité à ce point? Comment peut-on croire à ce que l'on dit? Comment peut-on être déconnecté de la réalité avec autant d'assurance? Le grief principal du peuple était l'emploi fictif de Madame Fillon et de quelques autres assistants fantômes. Or, aujourd'hui, si on ne peut plus embaucher sa fille ou sa femme ou son mari, on peut toujours embaucher sa maîtresse ou son amant, et toujours sans contrôle du travail effectué. Aujourd'hui, le député X embauche la femme du député Y qui embauche le fils du député Z. Et comme la femme est embauchée sous son nom de jeune fille, c'est du ni vu ni connu. Bravo, la pseudo-moralisation bidon. L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. Ce que nous avions promis, nous l'avons fait. Celle-là, c'est le pompon, et en plus il tape sur la table comme pour clore un débat qui commençait à l'agacer. Je prends pour moi l'allusion à ceux qui disent que ce n'est pas fait. Pour la petite histoire, un peu avant mai 2017, j'ai fait une note à un individu très proche de M. Emmanuel Macron. Et néanmoins sympathique, il y en a quelques-uns. J'y soutenais avec force, détail et conviction qu'un casier vierge pour être élu était un bon moyen de moraliser la vie politique en déliquescence, que ce serait un message fort pour redonner confiance au peuple désabusé par les politicards ripoux. Cela faisait déjà 2 ans que je sillonnais la France et quelques plateaux télé afin de mettre en avant une pétition nationale exigeant un casier vierge B2 pour pouvoir se présenter à une élection. Vous pouvez d'ailleurs la signer et la diffuser, on gagnera car, selon ma formule préférée, on est le nombre, tapez juste ce qui est ci-dessous et laissez-vous guider. Mesopinions.com Casier judiciaire vierge. Quelque temps après cette note, donnée à cet ami à la demande du candidat, je la retrouve légèrement modifiée dans le programme présidentiel macronien, page 27 exactement. À l'époque, j'en fus fort content, d'autant plus que j'avais déjà réussi en février 2017 à faire voter par l'ensemble des députés, quel que soit leur bord politique,
Une proposition de loi sur l'obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale, présidentielle, législative ou sénatoriale. Cette loi, dans le cadre de la navette parlementaire, attendait au Sénat qu'un groupe s'en empare et la renvoie en deuxième lecture à l'Assemblée, après quoi il aurait enfin fallu un casier vierge pour se présenter à une élection. Le fait que le candidat Macron l'incorpore à son programme ne pouvait donc que me rassurer sur un changement de braquet en politique, d'autant que peu de temps après, lors du débat télévisuel à 11 candidats présidentiels du 4 avril 2017, le sujet est abordé et mon nom cité en direct. Puis les élections ont lieu et vient le moment de passer aux actes. On commence alors à tergiverser, à réfléchir, à faire 2 pas en arrière, à vider de son sens chaque promesse de moralisation pour la remplacer par un succédané, un placebo comme la pseudo-réforme des assistants parlementaires. Tout ça pour en arriver à ce mensonge de notre président, en direct et devant des millions de spectateurs. Voici ce que j'ai fait paraître en réaction à son passage télévisuel sur un réseau social célèbre, mais qui ne paye pas beaucoup d'impôts. Mensonge en direct et fake du président Macron qui est soit incompétent, soit menteur, soit une potiche manipulée. Il déclare que l'on ne pourra plus se présenter à une élection avec un casier B2 chargé. C'est entièrement faux, la loi votée dit. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. Il est faux d'affirmer devant les Français l'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est aujourd'hui promulguée. Encore une promesse non tenue. On ne lâchera pas. Monsieur le Président Macron, vous avez du mouron à vous faire. Au risque de me répéter, ce fut, en mai 2017 et devant des millions de spectateurs, le premier gros mensonge du président. Depuis, il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. La vérité si je mens. Mensonges et fraudes sont le train du monde, le recueil d'Apophthegmes et Axiomes 1855. Double discours pour mensonges décalés. Mars 2017, nous sommes à 2 mois des élections présidentielles. Celui qui va devenir président de notre République est dans l'émission quotidienne de Yann Barthès sur Canal+. Le candidat est interrogé, et il répond avec franchise, semble-t-il, sur la tolérance zéro vis-à-vis de la violence policière. Pour expliquer les violences policières, il n'y a aucun bon argument. Dès qu'il y a une bavure, il doit y avoir une réponse et une sanction. Ce n'est pas possible quand il y a une violence policière, qu'il n'y ait pas de sanction dans la hiérarchie policière. À l'époque, on avait envie de le croire. Puis, il est devenu président de la République. Outre le fait qu'il a commencé par se renier sur la moralisation politique promise et mise en avant durant la campagne électorale, voir chapitre précède, il retourne là aussi complètement sa veste sur les violences policières. Le 9 mars 2019, soit précisément 2 ans après que le candidat Macron est devenu le président Macron, il déclare avec un semblant de franchise, à lire avec humour, là aussi. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. 4. La réalité de ce mensonge est éhontée. Du 17 novembre, date de la première manifestation des Gilets jaunes, au 31 juillet 2019, il y a eu 2500 blessés côté manifestants, dont 450 gravement atteints, 2 morts et plusieurs dizaines d'éborgnés à cause des tirs de l'arme de guerre LBD. On compte aussi des dizaines de mains arrachées à cause des grenades lacrymogènes. Au 31 juillet 2019, aucune sanction pour les débordements policiers. L'expression bavure policière semble avoir disparu du vocabulaire français. La police a obtenu satisfaction en décembre 2018 sur presque toutes leurs revendications salariales en moins de 24 heures. Du jamais vu depuis 1958. Les syndicats semblent aussi avoir obtenu l'assurance d'une impunité totale sur la répression de toutes les manifestations. Ceux qui donnent les ordres répressifs ou ceux qui frappent le plus sont même décorés en grande pompe par le ministre de l'Intérieur lui-même. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, disait un autre politicien pas piqué des vers lui non plus. Le mensonge sous forme de discours décalés.
C'est le sieur Castaner qui a déclaré par Mont et par Vaux, le 15 janvier 2019, le 29 janvier 2019, le 3 avril 2019, le 8 mars 2019, le 16 juin 2019. Qu'il n'y a aucune violence policière, il n'y a pas d'image de violence policière. Aucun policier n'a attaqué des gilets jaunes. Donc pas de violence. Donc pas de bavure. Donc pas besoin de sanctions. Donc le président n'a pas menti. Quand on veut faire l'autruche, on parle comme une autruche. L'âge de la retraite ne change pas, c'est juste la date à laquelle on la prend qui recule. Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions, écrivait noir sur blanc le candidat Emmanuel Macron dans son programme de campagne présidentielle de 2017. Le 25 avril 2019, il réitère ses propos lors d'une conférence de presse télévisée suite à la crise salutaire des Gilets jaunes. Et c'est vrai, il n'a pas touché officiellement à l'âge du départ à la retraite, juste à tout ce qu'il y a autour. Un ministre qui recule, ce n'est pas nouveau. On a l'habitude, mais quand même, il charrie un peu Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites depuis un décret du 14 septembre 2017. Remarquez qu'il a l'habitude des revirements à 360 degrés puisque je l'ai connu ministre très à droite, puis soutien du PS, puis d'Alexandre Jardin, puis de Macron. Bref, il sait naviguer en eau trouble, d'où mon étonnement devant sa prise de position franche et définitive quand en avril 2019, il déclare dans tous les médias qu'il s'engage à démissionner du gouvernement si l'on recule l'âge légal de la retraite. Même le Canard enchaîné reprend ses propos, c'est vous dire le sérieux de sa déclaration tonitruante. Tiens, pour une fois, ils vont respecter leur engagement, me dis-je. Bêtement, je sais. Mais c'était trop beau pour être vrai. Jean-Paul Delevoye sait ravaler son chapeau et se servir des mots pour masquer la réalité de son retournement de démission. En effet, l'âge légal de la retraite n'a pas changé, c'est le point d'équilibre qui est variable. Peu après, il l'annonce lui-même dans son rapport qu'il rend public le 18 juillet, et où il préconise un âge d'équilibre à 64 ans. Emballé, c'est pesé, le tour est joué, l'affaire est dans le sac, comme aurait dit Josiane Balasco que j'adore dans Nuit d'ivresse. Donc, je n'ai pas besoin de démissionner, déclarera simplement le ministre. Je pourrais dire son force est politique, je préfère écrire c'est à vomir. Et si je pouvais, sur ses chaussures. La première escroquerie. On joue donc avec les mots pour mieux nous truander. Une fois de plus, on nous roule dans le stuc et ça fait encore plus mal que la farine. Normal, le stuc c'est dur. Le truc cette fois-ci, l'astuce, l'arnaque employée pour nous anesthésier, c'est de parler de point d'équilibre qui n'est absolument pas fixe lui. Un truc, justement, qui vous fera perdre le petit équilibre financier d'une retraite déjà pas bien lourde. Par exemple, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le haut-commissaire Delevoye, vous savez, celui qui devait démissionner si l'on reculait l'âge de la retraite et qui ne l'a pas fait, qu'il écrit dans son fameux rapport. Il sera toujours possible de partir à 62 ans, mais cela impliquera une décote de 5% pour tous ceux qui n'auront pas commencé à travailler avant 20 ans. Mais comme il faut bien un peu de social, seront exemptés de minoration tous les travailleurs ayant accumulé assez de points de pénibilité. Entendre par là ceux qui auront travaillé dans les mines de sel en Tanzanie pendant au moins 10 ans, et qui pourront le prouver avec les bulletins de paye, des originaux pas des copies, dûment tamponnés par les autorités du pays. On ne touche donc pas officiellement à l'âge du départ à la retraite, sinon Jean-Paul Delevoye démissionne, mais c'est le salarié lui-même, contraint et forcé qui recule la date de son départ. C'est ce que ces braves gens d'en haut appellent le point d'équilibre, ou l'âge pivot. C'est plus romantique pour eux sûrement. Point d'équilibre de mes deux et pivot toi-même, oui. La double escroquerie. L'escroquerie est double car il faut que vous le sachiez, on l'a dans l'os de tous les côtés. Même si vous remplissez les nouvelles conditions pour partir à 62 ans, et vous allez être de moins en moins nombreux à pouvoir y prétendre puisque votre retraite complémentaire, celle à laquelle vous avez cotisé tant bien que mal pour vous assurer un petit complément salutaire les vieux jours venant, eh bien, celle-ci aussi vous attend au tournant. Vous partez à 62 ans, vous aurez 10% de moins sur la complémentaire Agir Arco pendant 3 ans, donc jusqu'à 65 ans.
Pour ne pas avoir de minoration, il faudra attendre 63 ans. Et hop, déjà un an de rabio pour tous ceux qui feront leur compte et s'apercevront qu'ils ne vont pas y arriver. Autrement dit, 95% des travailleurs qui peuvent prétendre partir à 62 ans ne partiront déjà plus qu'à 63 ans. La troisième escroquerie. Nous allons d'autre part passer à un système à points pour tous les salariés. On nous l'a vendu comme une simplification, un système égalitaire pour tous, une obligation de changement pour conserver la retraite par répartition. Belle façade pour que le salarié, futur retraité, avale la pilule sans trop se rebeller. Mais le pataquès que l'on nous cache, que l'on écrit en tout petit, ou que les journalistes aux ordres murmurent de façon inaudible, c'est que si aujourd'hui, dans le privé, on peut bénéficier d'une retraite de base à taux plein, soit 50% de son salaire annuel moyen, à condition d'avoir un nombre suffisant de trimestres à 62 ans sur le papier, sur les 25 années les plus avantageuses, ce ne sera plus le cas demain. Avec la retraite par points, le calcul se fera avec les points accumulés durant toute votre carrière, ce qui change tout dans le calcul du montant de la pension. En effet, aujourd'hui, et à plus forte raison demain, la situation d'un salarié avant 30 ans est faite de petits boulots, d'emplois précaires et mal payés, pour couvrir les frais d'études soi-disant gratuites. Avec le système à points, l'ensemble de la carrière, comprenant donc ces années de précarité, aura un impact plus important. Dans le futur régime universel, ces années feront obligatoirement baisser le niveau de pension par rapport à l'ancien système. Quatrième escroquerie. Vous venez déjà d'avaler en déglutissant ce qui précède. Asseyez-vous, on passe à la suite. L'ancien système permettait de connaître à peu près, à l'avance le montant de sa pension, en fonction de l'évolution ou non de son salaire dans sa carrière. Dans le nouveau système que l'on nous sert, le niveau de pension est déterminé en fonction d'une valeur du point. Celle-ci n'est pas fixe et peut donc évoluer à la hausse ou à la baisse chaque année, faisant ainsi varier le montant des pensions. On découvre seulement au dernier moment combien on touchera. Il suffit que le point baisse, et ils ne vont pas se gêner, durant plusieurs années pour que votre pension soit bien entamée avant même de la toucher. Cerise sur la descente aux enfers des futures retraites. Pour compléter les coups de marteau que l'on vient d'asséner sur la tête des futurs retraités, il faut également tenir compte de l'allongement progressif du nombre de trimestres à travailler pour atteindre le jardin d'Éden retraital. Ainsi, les natifs de 1957, qui soufflent donc en 2019 leurs 62 bougies, doivent désormais cumuler 166 trimestres, 41 ans et 6 mois, avant de bénéficier d'un repos bien mérité. À raison d'un trimestre supplémentaire ajouté tous les 3 ans, il faudra au moins 42 ans de cotisation pour les générations nées à partir de 1961. Et il n'y a aucune raison pour que les rajouts de trimestres s'arrêtent en si bon chemin. Conclusion. Je stoppe là ce qui pourrait passer pour la logorée d'un anti-tout, dixit les foulards rouges, mais qui n'est que le triste constat d'une perte des acquis sociaux pour le peuple français. Il y a des ancêtres qui doivent se retourner dans leur tombe. Nos aïeux qui se sont battus comme de beaux diables pour nous avoir un peu de répit décent après une vie de labeur. Demain, il faudra donc travailler plus longtemps, cotiser plus cher pour au final, toucher moins. Et je ne vous parle pas de ceux qui auront des accidents de parcours, accidents professionnels, handicapés, familles monoparentales, etc. Ceux-là n'auront que le droit de se taire. On leur donnera le minimum vital, juste de quoi survivre, et en plus il faudra dire merci mon bon prince. Si quelques-uns d'entre vous n'ont pas encore compris que nous allons tous être les dindons de la farce, les moutons qui se laissent tondre la laine sur le dos, qu'ils relisent attentivement l'ensemble du texte à tête reposée, ou qu'ils aillent tout de suite et sans attendre, chercher dans leur toilette leur balayette perso pour se la mettre là où il faut. Parce qu'en plus, je suis vraiment désolé, mais de l'argent pour payer les retraites il y en a. Quand je pense à l'automatisation de l'outil de production qui est à l'œuvre dans tous les domaines, aux machines qui prennent le travail des salariés et ne paient aucune charge sociale, je me dis qu'il y a là de belles pistes pour récupérer l'argent nécessaire au paiement des retraites. Ah pardon, j'oubliais. Qu'est-ce que je fais des profits pour quelques-uns de plus, en plus gigantesques engendrés par ces machines?
Eh bien, on fait un peu moins de bénéfices et on partage. Et ce pour deux simples et bonnes raisons que les amasseurs de profits outranciers devraient juste comprendre. La première, c'est que nous mourrons tous et que tu auras beau remplir ton cercueil d'or, cela ne te servira pas à grand-chose, là où l'on va. La deuxième, c'est qu'à force de ne pas redistribuer et d'appauvrir le reste du peuple, celui-ci finira par ne plus rien pouvoir acheter du tout. Et alors le système s'effondrera de lui-même, comme le château de cartes qu'il est. Tout l'argent, les trésors amassés ne vaudront plus rien. Ce sont les pauvres qui font les riches, si tant est qu'on leur laisse la possibilité, un brin cynique, d'au moins rester pauvres. Mais de ça, je ne suis pas sûr que nos gouvernants actuels s'en rendent bien compte. Des tailles militaires de futurs coups d'État? Donc on a bien compris que concernant les retraites, il faut mettre en place un système égalitaire pour tous, efficace et simple, basé sur le fait que tous ceux qui travaillent ont droit au même régime de retraite unifié, blablabla. Pour tous sauf pour l'armée. C'est marrant, mais concernant la retraite des militaires, le président de la République a fait des déclarations très rassurantes, juste avant le défilé du 14 juillet 2019. L'armée commençait justement à sérieusement râler, quant à une éventuelle remise en question, dans le rapport du ministre qui devait démissionner, de sa retraite douillette et particulière. L'état militaire est un état singulier, et cette singularité nous oblige à tracer un chemin propre, balisé par le statut militaire, qui prévoit une juste compensation aux contraintes, aux sujétions qui s'imposent à vous. Traduction pour les néophytes, on ne va pas toucher à vos avantages discrets. Et Macron de continuer. La singularité du métier militaire et les exigences du modèle d'armée, une armée tournée vers les opérations, seront prises en compte dans les réformes à venir, notamment celle du système de retraite. Les pensions militaires relèvent d'abord de la condition militaire et d'un contrat passé entre la nation et ses armées. Traduction pour ceux qui ne veulent pas comprendre, ne vous inquiétez pas. On ne touchera pas à votre régime spécial de retraite. Un coup d'État se prépare-t-il? On n'est jamais trop prudent quand on est au pouvoir. Il vaut mieux avoir l'armée de son côté. Si un jour on a besoin de tirer sur la foule ou de prendre le pouvoir militairement, mieux vaut soigner ses soldats. Et puis c'est vrai, les métiers de l'armée sont singuliers, cela doit être pris en compte dans les réformes à venir. Pour les infirmières, le personnel des EHPAD, la SNCF, la RATP, pas de spécificité par contre, après tout eux n'ont pas de fusil, pour l'instant. Les mensonges d'antan. En France, la publicité mensongère est susceptible de condamnation pénale. Pas les fausses promesses politiques. pp. Malheureusement, il semblerait que le mensonge d'État soit une pratique politique depuis l'origine des temps, et que les véritables motifs de nos dirigeants ne soient jamais dignes d'éloge. Les mensonges politico-économiques servent la plupart du temps des fins électorales ou personnelles. Pour justifier le ou les mensonges et masquer la vérité dérangeante pour quelques-uns, on invoque à chaque fois la raison d'État. Pour justifier le ou les mensonges, on prétexte le bien public qui en fin de compte ne couvre que des intérêts financiers. Pour justifier l'injustifiable, on se drape dans une vertu dans laquelle seuls, bien entendu, peuvent se draper ceux qui ont le pouvoir. Pour justifier l'injustifiable, on se donne le droit divin de détenir la vérité, celle que le peuple ne doit pas connaître car il n'est pas en capacité de la comprendre. Et le mensonge devient la vérité officielle. Du moins ceux qui sont censés nous représenter le voudraient-ils, mais souvent, même si c'est plus tard, la vérité éclate et nous donne une idée à chaque fois plus précise de leur duplicité. La vignette auto pour petits vieux, un leurre. Voilà l'un des plus gros mensonges étatiques de l'après-guerre, qui nous a vendu de la solidarité pour mieux nous faire avaler la pilule. Nous sommes en 1956, l'État cherche de l'argent pour développer l'aide aux personnes âgées. Paul Ramadier, ministre des Affaires économiques, invente la vignette Fonds national de solidarité qui doit être collée au pare-brise, ce qui, les années passant, donnera parfois des myriades d'autocollants sur les voitures. On annonce partout que cette taxe, dont le montant varie en fonction de l'âge et de la puissance de la voiture, n'est que temporaire et que les recettes seront exclusivement affectées aux personnes âgées. Résultat, aucun ancien ne verra un fifrelin de l'argent récolté.
Quelques années après son lancement, le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, annoncera que les recettes de cette vignette resteront acquises au budget global de l'État. Un mensonge d'État qui a quand même duré plus de 40 ans puisque la vignette pour les vieux ne fut supprimée qu'en 2000. Nager dans la Seine, mon œil. Ce qui est fort dans l'arnaque, c'est que parfois le mensonge est tellement gros que lorsqu'on apprend la vérité, on n'en veut même pas au menteur. En 1988, Jacques Chirac, alors maire de Paris, est en mal de propagande électorale. Pour attirer les Sunlight, aujourd'hui on dirait pour créer le buzz, il affirme haut et fort qu'il se baignera bientôt dans la Seine. Dans 5 ans on pourra à nouveau se baigner dans la Seine et je serai le premier à le faire. Promesse qu'il réitère sans scrupule et avec aplomb, le 15 mai 1990 sur FR3. Autant vous dire que 30 ans après, Jacques n'a jamais plongé ne serait-ce que le petit orteil pour rejoindre Sécana, la nymphe de la Seine. Une promesse et un mensonge qui amuseront la galerie plus qu'ils n'offusqueront les citoyens. Menteur une fois. À croire que ce genre de promesse fait partie des déclarations mensongères qu'il faut proférer pour plaire aux... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.